Bonjour. J'ai l'habitude de donner un des 6 séminaires chaque année moi-même. Et aujourd'hui, c'est moi pour cette année. Et je vais parler du processus de généralisation en mathématiques. Mais le thème de ce séminaire est un peu plus spécifique que ça, parce que ce qui m'intéresse n'est pas la généralisation juste comme ça, mais l'utilisation de la généralisation quand on est en train de résoudre un problème. Alors, quand on résout un problème, on se pose souvent des questions, d'autres questions liées à la question initiale, et la généralisation joue un rôle très important, et je veux en parler. Et aujourd'hui, à Cambridge, j'ai un groupe dédié aux preuves automatiques des théorèmes. C'est-à-dire, on veut programmer les ordinateurs pour qu'ils trouvent des preuves pour lui-même. Et c'est devenu un sujet assez chaud maintenant, grâce aux grands modèles de langage et tout ça. Mais nous utilisons... on n'utilise pas les méthodes d'apprentissage profond et des choses comme ça. Nous, on veut vraiment comprendre comment les mathématiciens trouvent des preuves et si on peut de programmer les ordinateurs explicitement sans utiliser les boîtes noires, si on dit ça en français, comme ChatGPT et des choses comme ça. Ce dont je vais parler est le résultat de plusieurs discussions avec... ça a l'air de ne pas marcher. J'essaie d'avancer. Ah voilà. Avec mon doctorante, Anshula Gandhi, qui est un membre du groupe. Alors, quand on essaye de dessiner des algorithmes pour trouver les preuves, on arrive rapidement à un problème, qui est que quand on essaye de trouver une preuve, il y a souvent des moments où on a un très grand choix de ce qu'on peut faire. Si on lit une preuve, il y a des moments, et je vais vous donner des exemples, où on a peut-être un choix infini de choses qu'on peut faire. Par exemple, si on sait qu'on va appliquer un résultat de la forme là, on doit choisir le x auquel on va appliquer le résultat. Et souvent, on a un choix infini de x possibles. Et souvent, le choix qui marche est un choix assez compliqué. Alors, si on devine le x, il est très probable que ça ne marchera pas. Et si on essaye de redeviner, la recherche va prendre un temps énorme et ce n'est pas faisable. Et il y a des moments, les autres exemples sont un peu similaires. Si on veut prouver un énoncé existentiel, il faut trouver un candidat X pour que Px soit vrai. Et souvent le X, quand on lit une preuve, la preuve peut dire
soit X, cet objet compliqué, et maintenant on va vérifier que Px est vrai. Mais ça cache complètement le processus de trouver le X qui marche. Et c'est une raison pour si on essaye d'utiliser les ChatGPT pour trouver des preuves, souvent, parce que ChatGPT a lu les preuves qui ont été écrites dans ce style, ChatGPT juste devine la réponse et essaye de justifier que ça marche, et souvent, ça ne marche pas. Et troisièmement, c'est encore plus commun que si on veut prouver que P implique Q, souvent on doit trouver un R intermédiaire tel qu'on peut prouver plus facilement que P implique R et R implique Q. Mais comment trouver le R qui simplifie le problème? Donc c'est trois exemples de la même difficulté. En anglais, on parle d'un lapin qui est tiré d'un chapeau. Comment est-ce qu'on trouve le lapin qui est apparemment tiré du chapeau? Et si vous assistez à mon cours, j'ai parlé de NP. Il y a une analogie parce qu'une fois que l'objet X ou la proposition intermédiaire est trouvée, souvent il est facile de vérifier que ça marche. Et alors c'est un peu comme une application dans NP, qu'une fois que je vous donne le certificat Y, que phi de x et y égale 1, il est facile, par définition de NP, il est facile de vérifier que psi de x, y égale 1. C'est un peu comme ça ici, mais c'est qu'une analogie. Une fois que je vous donne l'objet intermédiaire, il est plus facile de vérifier que ça marche. Mais on ne peut pas, si on veut vraiment trouver une preuve nouvelle, on ne peut pas deviner. Il faut avoir des méthodes pour engendrer ces objets intermédiaires. C'est un peu comme si on résout les équations. Si par exemple je vous donne une équation quadratique, vous n'allez pas deviner que la réponse est 3 plus racine carrée de 5 et substituer ça dans ton équation et voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, vous devinez 2 moins racine carrée de 7, etc. Non, il y a une méthode d'engendrer la solution, compléter le carré, si on dit ça. Et ce que je veux essayer de vous persuader est que c'est un peu comme ça. Il y a des méthodes qu'on peut utiliser pour engendrer les objets intermédiaires quand on cherche une preuve. Et pour commencer, je vais parler d'un exemple. Et l'exemple, j'ai trouvé un peu par hasard parce que j'ai mal lu une question qui était une question de l'Olympiade de 2020. La vraie question demande une suite ou demande s'il existe une suite finie. Mais je n'ai pas vu que la suite devrait être finie, et donc j'ai résolu la question où la suite peut être infinie, et la question modifiée est beaucoup plus facile, mais ça sert bien aujourd'hui un exemple. Après, quand quelqu'un m'a expliqué que j'avais mal lu la question, j'ai résolu la vraie question aussi, mais ça, je ne vais pas en discuter aujourd'hui. Donc, la question, est-ce qu'il y a une suite non constante d'entiers positifs, tels que pour chaque couple IJ,
la moyenne arithmétique de AI et AJ égale la moyenne géométrique de quelques nombres dans la suite. Alors pour chaque IJ, il existe N1 jusqu'à Nk, que la moyenne arithmétique là égale la moyenne géométrique là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse n'est pas tout à fait évidente. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut, par exemple, juste essayer de trouver une suite par une méthode très basique. Ça, on ne croit pas que ça va marcher, mais on peut essayer. Alors, on va utiliser un algorithme glouton, c'est-à-dire on choisit le premier nombre dans la suite et après le deuxième, et on essaie toujours de vérifier les contraintes que les conditions nous imposent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec le nombre le plus simple, pourquoi pas, 1. Alors maintenant, on se souvient de la condition que la suite ne doit pas être constante. Donc, que faire? 2. Alors maintenant, la suite n'est pas constante. On peut oublier cette contrainte-là. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, il faut que la moyenne arithmétique de 1 et 2, c'est-à-dire 3 sur 2, soit la moyenne géométrique de quelques termes de la suite. Et donc, 3 sur 2 puissance k doit être le produit de AN1 jusqu'à ANK. On voit tout de suite que c'est impossible parce que 3 sur 2 puissance k n'est pas un entier, mais le produit des entiers est un entier. Et donc, ça n'a pas marché. Et maintenant, l'étape cruciale dans ce processus, une fois qu'on a trouvé une réfutation d'une idée ou d'une conjecture ou d'un lemme qu'on voulait utiliser, on essaie de généraliser le contre-exemple le plus possible. Donc ici, j'ai passé du cas spécifique qu'on a trouvé et ça, ce n'est pas exactement vrai parce qu'il est possible que A1, AN... Donc j'aurais dû dire quelque chose d'autre. Mais, bien, il est possible. Mais... non. Si x est un nombre rationnel, qui va être le cas si x est la moyenne arithmétique de deux entiers, ça c'est impossible parce que x puissance k égale un entier, les solutions vont être soit des entiers, soit des nombres irrationnels. Et donc ce que j'ai écrit est vrai, mais c'est parce que x doit être rationnel. Et donc, on a une nouvelle condition. Ce n'était pas évident avant, mais maintenant, on voit que tous les termes doivent avoir la même parité pour que toutes les moyennes arithmétiques soient des entiers. Et maintenant, on peut retourner il y a deux possibilités. Soit tous les nombres sont pairs, soit tous les nombres sont impairs. Mais si tous les nombres sont pairs, on peut tout diviser par 2, et diviser par 2, et diviser par 2, jusqu'au point où il y a au moins un des nombres qui est impair, mais tous les nombres doivent avoir la même parité. Donc on peut supposer que tous les nombres sont impairs. Et ça aussi, c'est une technique très utile.
chercher les moments où on peut ajouter une condition sans perdre de généralité. Alors, on ajoute cette nouvelle condition que tous les nombres sont impairs et on recommence avec 1. Et maintenant, 2 ne marche pas, donc on choisit 3 parce qu'on est glouton. Et que faire maintenant? Alors, il faut que 2 soit la moyenne géométrique des nombres AN1 jusqu'à ANK. Et donc 2 puissance k égale à le produit. Et on voit que c'est impossible. Pourquoi? Parce que AN1 jusqu'à ANK sont tous impairs et 2 puissance k est pair. Donc on voit que on généralise cette observation et on voit que si on a une moyenne arithmétique de 2 termes de la suite, cette moyenne arithmétique doit être impaire, parce que sinon, ce n'est pas possible qu'il soit la moyenne géométrique de nombres impairs. Donc on voit rapidement que si on veut que toutes les moyennes arithmétiques soient impaires, il faut que tous les nombres sont congrus modulo 4. Et encore, il y a 2 possibilités. Soit ils sont congrus à 1 modulo 4, soit ils sont tous congrus à 3 modulo 4. Alors, je vais être glouton encore. Je commence avec 1. Je continue avec... ça ne va pas... Je ne vais pas continuer avec 5. Quand j'étais en train de penser, j'avais l'hypothèse que j'allais pouvoir prouver que maintenant tous les nombres doivent être congrus modulo 8, et après 16, et après... Alors, voyons ce qui arrive. Cette fois, il faut que 3 soit la moyenne géométrique. Et donc 3 puissance k doit être le produit de ces nombres-là. Ces nombres-là, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nombre-là? On peut dire qu'il est un nombre qui est congru à 1 modulo 4. Mais il est parfaitement possible que 3 puissance k soit congru à 1 modulo 4. Et donc la preuve d'impossibilité ne marche plus. Et on voit rapidement qu'on peut prendre k égale 2, et on voit que 3 est la moyenne géométrique de 1 et de 9. Et si on généralise cette observation, on arrive à l'observation que si m est la moyenne géométrique la moyenne arithmétique de 2 nombres d'une suite et m est impair, le carré de m va être congru à 1 modulo 4, et donc si le nombre m carré est dans la suite et aussi 1, je peux trouver AN1 et AN2. Et maintenant, on a résolu le problème, parce que on a ces 2 propriétés-là, que tous les moyennes arithmétiques doivent être impaires, et pour chaque nombre impair, il existe m carré est dans la suite, et aussi 1, j'ai oublié d'écrire ça. Et donc on peut prendre la suite de tous les nombres qui sont congrus à 1 modulo 4. Donc j'ai engendré un exemple, 1, 5, 9, 13, etc., en utilisant ce processus de généraliser, trouver un généraliser une proposition, ou faire une conjecture sans un vrai espoir que la conjecture soit vraie, trouver un contre-exemple, généraliser le contre-exemple, modifier la conjecture, faire encore une fois, etc., etc. Et finalement,
je suis arrivé à cet exemple-là, et maintenant c'est facile de vérifier. J'aurais pu, si je voulais vous convaincre qu'il existe une suite, j'aurais pu dire considérez la suite 1, 5, 9, 13, etc. Pour chaque nombre, on peut prendre le carré est dans la suite, et donc c'est le nombre est la moyenne géométrique de 1, et le carré est problème résolu. Mais ça, là, il y a un vrai lapin. Et si il n'y avait pas de lapin. Alors, si on veut automatiser ce genre de processus, il faut avoir des processus de généralisation, de renforcement et d'affaiblissement qui sont de plus ou moins automatiques, des choses qu'on peut imaginer qu'un ordinateur puisse faire. Et voilà quelques exemples. Si on veut prouver un énoncé avec un certain nombre d'hypothèses et une conclusion, on veut voir que les hypothèses P1 jusqu'à Pk impliquent la conclusion Q, on peut enlever une hypothèse et on arrive à un énoncé plus fort. Mais pas forcément vrai, mais plus fort. Ou si on veut prouver un énoncé existentiel, on peut remplacer il existe x tel que p de x, il existe x tel que p de x par p de x0 pour un x0 qu'on a choisi. Et ça, c'est une proposition plus forte que la proposition qu'un x existe, etc., etc. Un peu, le troisième exemple est un peu plus intéressant. Souvent, on veut prouver qu'il existe x tel que p de x, et il y a deux choses. Souvent, on veut prouver, on commence avec il existe x tel que p de x. On voit que p implique q, et on fait une petite conjecture que avec q, l'inverse est vrai, que q implique p. Et donc, ça est équivalent. Si q est une conséquence de p, alors les deux énoncés-là sont équivalents. Mais maintenant, on peut renforcer cet énoncé-là par cela. C'est-à-dire, on est en train de chercher un exemple, et on se dit peut-être, on a un exemple de P, on dit peut-être, il est clair qu'il y a un exemple de Q, et peut-être tous les exemples de Q vérifient P aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent quand on essaie de résoudre un problème. Et là, le dernier exemple là est intéressant. Souvent, peut-être, on a un énoncé on veut prouver que une certaine propriété est vraie pour tous les nombres carrés, et on peut peut-être voir si on a vraiment besoin d'utiliser l'hypothèse que les nombres sont carrés. On peut oublier
la structure internale de f de x, et juste dire peut-être p de y est vrai pour tout y. Ou souvent, il y a une variation de ça où on voit que tous les objets de la forme f de x ont une certaine propriété. Peut-être cette propriété suffit pour la propriété P, pour prouver P. Les détails ne sont pas trop importants. Ce qui est important est que chaque méthode là est quelque chose qu'on peut automatiser assez facilement. On n'a pas besoin d'avoir une idée pour faire un de ces choses-là. Et pour affaiblir, c'est un peu pareil, mais dans l'autre sens. Il faut que je veux continuer parce que j'ai un autre exemple à vous présenter qui est un peu plus compliqué que le premier exemple. Et une autre méthode qui est très utile, c'est regarder les cas assez simples et essayer d'extrapoler de ces cas-là. Voici un exemple simple de ce phénomène. Ça, c'était aussi un vrai problème que j'ai trouvé dans une liste de problèmes. Ce n'était pas l'Olympiade internationale, je crois que c'était un Olympiade nationale britannique. Je ne suis pas sûr. Mais, alors, on dit qu'une suite est alternée si la suite est... c'est une suite d'entiers. Si la suite est croissante et que les termes alternent entre impair et pair et commencent avec impair. Et on a aussi la convention que la suite vide, c'est-à-dire la suite sans terme du tout, ça compte. On considère que c'est une suite alternée de taille 0. La question est, il y a combien de suites de taille... il y a combien de suites alternées si on peut utiliser les nombres entre 1 et n? Alors, si on regarde les petits cas, si n est 0, il n'y a que la suite vide. Si n est 1, il n'y a que la suite vide ou la suite qui consiste que du nombre 1. Si n est 2, on a la suite vide, le nombre 1, et 1, 2, etc. 3, il y a suite vide, blablabla, et je vous ai donné toutes les suites alternées jusqu'à n égale 4. Et si on compte le nombre, on a 1, 2, 3, 5, 8. Et je crois qu'il est impossible de regarder la suite 1, 2, 3, 5, 8 sans faire une petite conjecture que le nombre de suites est le nombre Fibonacci. Et voilà, et c'est vrai. Et ce n'est pas trop difficile à prouver. Mais prouver que le nombre est le nombre Fibonacci, c'est-à-dire prouver qu'il y a une relation que le nombre pour n égale k et la somme des nombres pour k est k-1 et k-2 n'est pas trop difficile, mais avoir l'idée de prouver dépend d'utiliser cette technique d'extrapolation pour voir que la suite est une suite familière. Alors, on engendre la proposition intermédiaire par ce processus d'extrapolation. Et on peut bien sûr combiner toutes ces méthodes et ça commence à devenir une méthode assez puissante. Pour finir, pas pour finir cet exposé, mais pour finir les exemples des
méthode plus ou moins automatique qu'on peut utiliser. Ici, il y a une méthode un peu plus sophistiquée et en train de... Tout ça est un travail en progrès, en train de mieux comprendre comment on généralise les preuves. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'ai parlé des méthodes de généraliser des énoncés. Et c'est un peu différent parce que si on généralise un énoncé, on peut passer d'un énoncé vrai à un énoncé faux. Mais ici, quand on généralise une preuve, l'idée est de prendre une preuve et remplacer quelques constantes, comme par exemple 2, par des variables et prouver que l'énoncé avec lequel on a commencé est vrai dans un contexte plus général. Alors ici, la preuve est une partie de la preuve que le nombre 2 est irrationnel. Et on prend A et B minimaux tels que A carré égale 2 fois B carré. Donc A carré, c'est une preuve que vous connaissez bien sûr, que A carré est pair, et donc A est pair, et A égale 2C, et donc on déduit que B aussi est pair, ou qu'on a un exemple plus petit que l'exemple avec lequel on a commencé, donc on a une contradiction. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour généraliser ? Le nombre que je veux généraliser, j'ai écrit en rouge. Il y a déjà un petit... Peut-être on aurait pensé qu'on peut remplacer chaque 2 par un M. Mais ça ne marche pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Une raison est qu'on ne veut pas remplacer tous les 2 par M. On ne veut pas remplacer ce 2-là par un M. On veut laisser. Donc il faut voir que ce 2-là est lié à la définition de paire et à ce 2-là, mais pas à ce 2-là. On peut généraliser l'autre 2, mais ça c'est quelque chose de différent. On peut regarder les puissances plus grandes que 2, mais c'est une autre généralisation. Et l'autre raison, peut-être encore plus importante, est qu'il peut y avoir des énoncés qui sont vrais pour 2 et pas du tout vrais pour en général. Par exemple, on sait que si A carré est un multiple de 2, alors A est un multiple de 2, mais ce n'est pas vrai en général que si A carré est un multiple de M, donc A doit être un multiple de M. Mais on peut écrire, on voit qu'il y a des parties de cette preuve qui marchent bien, et il n'y a que cette partie-là qui est un peu problématique. Et donc, on a engendré automatiquement la question suivante, pour quel nombre M est-il vrai que si M divise A carré, alors M divise A. Et maintenant, je vais généraliser cette question un peu plus. On voit que A est le produit de 2 nombres, A et A. Mais on aurait pu prendre 2 nombres différents, A et B. Et donc, il faut remplacer M divise A par M divise A et M divise A. Alors, on a 2 nombres qui sont le même nombre, et on a une généralisation de la question, une généralisation assez automatique. Et la raison pour le faire est qu'il y a un résultat très bien connu, que cette propriété-là est une caractérisation des nombres premiers. Et on arrive à la conclusion, si on ajoute l'hypothèse que M est un nombre premier,
on arrive à une généralisation de l'énoncé que la racine carrée de 2 est irrationnelle, qui est que la racine carrée d'un nombre premier est irrationnelle. Bien sûr, on peut généraliser encore plus, et il suffit que M ne soit pas un carré, un nombre carré. Et la raison pour laquelle je suis arrivé à une conclusion un peu plus faible que ça est que c'est exactement ça que j'ai pas vraiment essayé de résoudre ce problème-là. Alors, la généralisation d'une preuve n'est pas unique. On peut le faire de plus ou moins bien et il y a des choix qu'on peut faire. Mais je voulais juste faire une généralisation relativement simple pour illustrer le processus de généralisation des preuves. Et maintenant, alors, pourquoi généraliser? J'espère qu'après ces exemples, je peux être assez bref. Alors, imaginez, voilà une situation où généraliser est utile. Si on veut prouver que pour tout x, P de x implique Q de x, et si on cherche un énoncé intermédiaire, R, on peut utiliser les méthodes de généralisation automatique pour juste deviner une idée. On peut engendrer un énoncé R qui peut marcher si on a de la chance ou qui peut ne pas marcher. Alors je l'ai dessiné comme ça. Je dois remercier ChatGPT parce que sans ChatGPT, je ne serais pas capable de créer ces dessins comme ça. Mais ma vie a changé un petit peu récemment. Alors, si on n'a pas de la chance, on trouve, comme dans l'exemple, on trouve qu'il y a un contre-exemple. Dans l'exemple, P est à peu près l'énoncé que n'importe quel, ou R, je veux dire, n'importe. Je peux faire presque n'importe quoi si j'utilise un algorithme glouton et je trouverai un exemple d'une suite avec les propriétés. C'était faux parce qu'il y avait un commencement de la suite que je ne pouvais pas continuer. Une fois qu'on a trouvé un contre-exemple à la proposition que R implique Q, il faut généraliser ce contre-exemple et on arrive à toute une classe de contre-exemples et on le fait le plus possible et après on a une nouvelle conjecture que si on enlève toute cette classe de contre-exemples, maintenant on a une propriété R qui implique Q. Et le point que je veux souligner est qu'on peut répéter des processus comme ça et on peut utiliser les méthodes que j'ai présentées. Et même si au début les conjectures R sont un peu brutales et n'ont pas beaucoup de chances d'être vraies, après 2 ou 3 itérations de ce processus, on peut arriver à des énoncés ou des objets beaucoup moins évidents. Et je crois que c'est un peu comme pour répéter l'analogie, c'est un peu comme utiliser des méthodes assez simples pour trouver des solutions pas du tout évidentes des équations. Il y a beaucoup d'autres
diagrammes que je peux dessiner qui sont un peu du même genre. D'autres situations, mais par exemple, on peut, à la place d'affaiblir P, on peut renforcer Q. Et si j'avais fait ça, j'aurais dessiné une région comme ça où j'aurais espéré que la région contient la région P, mais si j'avais la chance, ça aurait été le cas, mais sinon, etc. Bien, j'ai déjà dit ce qu'il y a sur cette transparence, que les méthodes principales peuvent être utilisées pour... si on les utilise une fois, on trouve des choses évidentes, mais si on les utilise en combinaison, on peut trouver des objets intermédiaires beaucoup moins évidents. Alors, une question qui était... je ne suis pas sûr d'avoir le temps d'en discuter jusqu'à la fin, mais je vais commencer. C'était une question sur l'Olympiade internationale de cette année. Et c'est une question que Google DeepMind a réussi à résoudre avec un programme qui s'appelle AlphaProof, qui a utilisé l'apprentissage de renforcement. Il a fallu 36 heures pour trouver la solution. Je veux essayer de vous convaincre que pour un être humain, il faut, avec que un cerveau qui marche beaucoup moins rapidement que les ordinateurs de Google, on peut le faire beaucoup plus rapidement. Donc, même si ce que DeepMind a fait était très impressionnant, pour l'instant, je crois qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, la question, pour quel couple d'entiers est-il le cas que si on prend le plus grand diviseur en commun de a puissance n plus b et b puissance n plus a, on arrive à une suite qui est ultimement constante quand n dans n. Alors, a et b sont fixes et n tend vers l'infini. Alors, on commence avec les petits exemples pour peut-être extrapoler ou voir. Si a égale b égale 1, on voit qu'on a 2, 2, et donc la suite est constante. Alors c'est facile. Si a égale 2 et b égale 1, on a 2 puissance n plus 1 et 3. Et on voit que 2 puissance n modulo 3 alterne entre 2 et 1. Et donc 2 puissance 1 plus 1, et ça égale 3 quand n est impair et 1 comme quand n est pair. Une fois qu'on a vu cet exemple-là, on peut le généraliser en utilisant une généralisation de la preuve. Et on arrive à cette preuve-là. Je ne vais pas donner les détails, mais on arrive rapidement. On met 1 pour B, et on a ça, mais puisque A est congru à moins 1, modulo A plus 1, on a que A puissance n alterne entre moins 1 et 1, modulo A plus 1, et donc ce nombre-là alterne entre A plus 1 et 1. Et donc on a une suite qui n'est pas ultimement constante parce qu'elle alterne entre 1 et A plus 1, sauf si A égale 1. Et si A égale B, on a une suite qui tend vers l'infini, et donc c'est clair que ça n'est pas ultimement constant.
Et donc, on a un seul exemple où la suite est ultimement constante. Et à ce point-là, il est raisonnable de faire une conjecture que c'est le seul exemple, mais on n'est pas très confiant. Il est possible qu'il y a des autres exemples, mais ce n'est pas vraiment nécessaire de faire une conjecture. Pour AlphaProof, c'est nécessaire. AlphaProof doit avoir un énoncé à prouver. Pour nous, on peut juste faire une petite investigation sans décider en avance ce qu'on veut prouver. Alors, on a cette conjecture, mais ce n'est pas très important parce que si ce n'est pas vrai, on va le changer, pas la changer. Alors, voilà la preuve pour quand B égale 1. Je vais essayer de la généraliser en remplaçant 1 par B. Et donc, j'arrive à ça. Et comme avant, je trouve qu'il y a des parties de la preuve qui marchent très bien. Et il y a des parties qui ne marchent pas du tout. Des énoncés qui sont faux. Et alors, il faut décider quoi faire. Et alors, le problème était que on commençait avec l'hypothèse, avec le résultat que A puissance n plus B égale moins B puissance n plus B, mode A plus B. Et on voulait en déduire que ce nombre-là était A plus B, mais ce n'est pas vrai. Et donc, je vais garder ça et juste me dire qu'est-ce que je peux en déduire. Alors, je sais que A puissance n, A égale moins B, modulo A plus B, donc ça c'est évident. Qu'est-ce que je peux en déduire? Et si on s'est entraîné pour faire des Olympiades, on sait que le théorème d'Euler est toujours, souvent très très utile, et donc on a l'idée de l'utiliser. Mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser? On peut dire que m égale a plus b, mais il faut la condition que r et m sont premiers entre eux. Donc on ajoute l'hypothèse que b et a plus b sont premiers entre eux, et on peut en déduire que de cette partie-là, que a plus n plus b égale 0 pour tout n tel que n est congru à 1 modulo ce nombre-là, parce que si n est congru à 0, on n'a que moins b puissance n égale 1 modulo a plus b, et donc quand on multiplie par moins b, j'arrive à moins b. Alors j'ai moins b plus b égale 0. Mais maintenant, il y a d'autres étapes qui sont toujours faux. Mais j'ai un lemme qui nous dit que si B et A plus B sont premiers entre eux, et si n est congru à 1 modulo phi de A plus B, alors A puissance n plus B est un multiple de A plus B. C'est le genre de choses qui peut nous aider. Voilà le lemme. Et c'est une petite généralisation. Par symétrie, j'ai la même chose si je remplace B par A. Donc, si je change les rôles de A et B. Et donc, et aussi, je peux simplifier un peu parce que la condition que B
et A plus B sont premiers entre eux, et l'équivalent à la condition que A et B sont premiers entre eux, j'arrive à ce lemme-là, que si ces nombres-là sont premiers entre eux, et n égale 1 modulo A phi de A plus B, alors A plus B divise le nombre qui nous intéresse. Et c'est assez facile de prouver que si n est un multiple de phi de A plus B, alors ce n'est pas le cas. Donc on a résolu le problème dans le cas que A et B sont premiers entre eux, sauf si A égale B égale 1, on voit que cette suite-là n'est même pas constante modulo A plus B. Parce qu'il y a infiniment de n tel que A plus B est un facteur de ce nombre-là et infiniment que A plus B n'est pas un facteur. Je crois que j'ai juste le temps de... Alors, on a prouvé quelque chose un peu plus fort, pas que la suite n'est pas ultimement constante, mais que la suite n'est même pas ultimement constante modulo A plus B. Alors on peut faire une nouvelle conjecture que c'est toujours le cas, même sans l'hypothèse que A et B sont premiers entre eux. Et c'est vrai quand A égale 2 et B égale 4, mais faux quand A égale 3 et B égale 6. Et ça, c'est un exemple clé pour le problème. On peut vérifier facilement qu'on a ça. C'est-à-dire, on a les deux suites qui ne sont pas la somme est constante modulo 6 plus 3. Et donc la conjecture plus forte est fausse, mais il est toujours possible que la conjecture soit même et vraie. Et je vais juste dire, je ne vais pas finir, mais je veux arriver à le moment, la clé de la solution du problème. On peut dire peut-être même si A plus B n'a pas marché, on peut trouver un M qui marche. Alors j'ai généralisé. Peut-être pour toute AB, il existe un M tel que la suite n'est pas ultimement constante modulo M. Et pour ça, il faut choisir un M. Comment choisir un M? On peut essayer de généraliser la preuve. Et pour généraliser la preuve, on a utilisé le fait que A et A plus B sont premiers entre eux. Si on veut le généraliser, on voudra utiliser que A et M sont premiers entre eux. Donc on veut choisir un M tel que A et M sont premiers entre eux, mais aussi, par symétrie, tel que B et M sont premiers entre eux. Comment le choisir? L'exemple le plus simple est AB plus 1. Si on choisit l'exemple le plus simple, on a une nouvelle conjecture qui est un renforcement de la conjecture qu'on avait avant, qui est qu'on peut remplacer, pas que qu'il existe un M, mais qu'on peut choisir AB plus 1. Et cette conjecture est vraie et prouvée. Maintenant, si on a l'idée de regarder modulo AB plus 1, c'est beaucoup plus facile, le problème est devenu beaucoup plus facile. Mais je n'ai pas le temps de vous donner la fin. Je vais rien dire. Je veux un peu de temps pour les questions. Mais voilà la fin de la preuve. Si vous voulez regarder ça à la place d'écouter les questions, voilà, je vais m'arrêter. Est-ce qu'il y a des questions?
ou si vous voulez, je peux parler de... Bien, je vais continuer. J'ai le sentiment que peut-être c'est plus... Alors, si on veut prouver ça, voilà la preuve qu'on veut généraliser, qui marchait quand... pardon, ça c'était pas la preuve, ça c'était ce qu'on avait avant. C'est ça qu'on veut généraliser ou modifier en remplaçant A plus B par AB plus 1. Alors, voilà avec A plus B et voilà avec AB plus 1. Et tout va bien jusqu'à la phrase bleue là, parce que A puissance n plus B, c'est pas vrai, que ça égale AB plus 1. Le problème est que phi de quand B... qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut utiliser le fait que A puissance m égale 1. Et ça, on a que si m est un multiple de phi de AB plus 1, on a que A puissance n égale A. Mais ça ne nous sert pas parce que quand on avait A plus B, A était égal à moins B. Mais maintenant, modulo AB plus 1, il n'est plus vrai que A égale moins B. Et donc ça, c'est notre difficulté. Donc, on ne peut pas utiliser aussi facilement que ça le fait que si on a que A puissance m égale 1, on peut ajouter 1 et on arrive à A qui égale moins B. Et en ajoutant B, on a un multiple de A plus B. Ici, il faut trouver un nombre R tel que A puissance R égale moins B en utilisant le fait que A puissance m égale 1. Et ça, ce n'est pas trop difficile parce que AB plus 1 a la propriété très agréable que AB égale moins 1. Et donc A est moins l'inverse de B, ou B est moins l'inverse de A. Et donc on peut remplacer le B ou le moins B par A puissance moins 1 ou A puissance m moins 1 pour n'importe quel m tel que A puissance m égale 1. Et donc on arrive à un nombre infini de puissances de A tel que A puissance tel qu'on a moins B. Et comme ça, on arrive à la solution. Je ne suis pas sûr, peut-être, je suis pas sûr de vous avez convaincu que j'ai utilisé que les méthodes tout à fait standards pour généraliser, mais je suis presque sûr que c'est le cas. Peut-être l'analyse doit être un peu plus compliquée, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un moment de génie inexplicable. Il y a des méthodes pour trouver des solutions. Bien, maintenant j'ai... Bien. Vous demandez en anglais? C'est plus facile. Comment? C'est comme vous voulez. Ouais. Is this the proof that Google DeepMind came up with, or is it a different one? Est-ce que c'est la preuve que AlphaProof a trouvée? À peu près la même. En particulier, cette idée de regarder modulo AB plus 1, et c'était une partie de la preuve de Google DeepMind aussi. Je devrais dire que la semaine prochaine,
il y aura un séminaire qui va être donné par quelqu'un qui s'appelle Jia Li, qui travaille pour une boîte qui s'appelle Numina, qui a gagné un prix pour utiliser les méthodes d'apprentissage profond pour résoudre des problèmes de ce type-là, pas les vrais problèmes de l'Olympiade, mais il y avait un concours qui s'appelait AIMO, Artificial Intelligence Mathematical Olympiad, et Numina a gagné le prix l'année dernière. Il y a un nouveau prix de cette année. Et il va nous parler pas que de ça, mais il va parler de alpha proof et des choses comme ça aussi. Si ça vous intéresse, il vous donnera plus de détails de l'autre méthode, de l'autre approche à ce problème en général.